parler de transition, on a parlé de transition juste avant. C'est évidemment un sujet, là, le tourisme, qui est dans la continuité. Je le disais tout à l'heure, quand on parle de transition, c'est l'un des sujets qui nous vient en tête, puisque ce sont des enjeux très forts dans les territoires de montagne, de savoir comment va se transformer le tourisme, quels seront les loisirs de demain. Et puis, il y a une question un peu à tiroir que moi je me suis posée en lisant l'intitulé de cette table ronde, c'est est-ce qu'on doit changer les règles du jeu pour que la vie permanente en montagne reste possible? Et c'est donc de ça dont on va discuter ensemble. Et on va s'appuyer pour ça sur deux thèses qui sont en cours. La première, c'est une thèse sur les résidences secondaires en montagne et les réponses publiques locales. L'objectif de cette thèse, c'est de connaître les usages des résidences secondaires et d'identifier les politiques publiques locales qui sont mises en place pour, à l'inverse des résidences secondaires, plutôt favoriser une vie permanente. C'est vous, Quentin Drouet, qui effectuez ce travail de recherche. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes doctorant en géographie à l'Université de Savoie et c'est une thèse qui est cofinancée par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour qui vous travaillez, Sylvie Vigneron. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes coordinatrice politique de la montagne au sein du commissariat de massif des Alpes. Et donc, pour résumer rapidement ce que c'est que ce commissariat, vous œuvrez pour l'aménagement, le développement et la protection du massif des Alpes. C'est ça. Très bien. La deuxième thèse à laquelle on va s'intéresser porte sur le tourisme hivernal et le partage des ressources en eau. C'est vous qui travaillez dessus, Jonathan Cognard. Bonjour. Vous êtes vous aussi doctorant en géographie à l'INRAE à Grenoble. Pardon. En économie écologique, pas du tout en géographie, donc à l'INRAE Grenoble. Et vous vous demandez si le tourisme hivernal est encore soutenable aujourd'hui, au vu de sa dépendance à la ressource en eau, dans un contexte de changement, au pluriel. On va revenir très rapidement sur ce contexte de changement. C'est une thèse qui est cofinancée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et vous, Marc Perrault, vous êtes responsable qualité à cette agence de l'eau. Alors, non pas responsable qualité. Vous êtes pardon. Économiste. Économiste, bon, très bien. Mais j'étais responsable qualité avant. Ah, c'est pour ça. Très bien. Les données n'étaient pas à jour. Bon, c'est pas grave, on va s'adapter. Comme tout à l'heure, on aura un petit temps d'échange à la fin. Si vous avez des questions, des remarques, des choses dont vous voulez témoigner, n'hésitez pas. Et donc la première question moi, que je voulais poser, c'est cette question des changements que vous presque mentionnez dans votre, pas intitulé thèse, mais en tout cas dans le pitch qui présente votre thèse, pour bien qu'on sache de quoi on parle, de quel changement au pluriel il est question dans les territoires de montagne et concernant justement cette ressource en eau. Moi, les changements principaux qui me questionnent dans ma thèse, c'est déjà des changements socio-économiques, avec en priorité l'intensification de la production de neige comme un moyen d'adaptation au changement climatique. D'accord. Et de l'autre côté, en fait, il y a le changement de la disponibilité de la ressource, plutôt des aspects hydroclimatiques, avec moins de précipitations sous la forme de neige, plus de précipitations liquides, une fonte accrue, donc en fait, on a un glissement des régimes hydrologiques de vagues vers la pluie. Et c'est un peu l'interaction entre les deux que j'aime. Très bien. Donc on entend, c'est beaucoup lié en fait au climat et puis à la façon dont on utilise les montagnes aujourd'hui en termes de tourisme. Vous, Quentin, vous travaillez aussi sur le tourisme en montagne, mais ce n'est pas le même prisme que vous avez choisi, puisque c'est plutôt le prisme du logement. Vous, quel est le constat aujourd'hui? Quel est votre constat de départ? Pourquoi vous êtes lancé finalement dans ce travail de thèse sur la question de la résidence secondaire et du logement? Alors, auparavant de m'être lancé dans ce travail de recherche, avant je travaillais donc en parenthèse sur les questions d'habitat, parce que j'avais un poste mutualisé entre une communauté de communes et le syndicaliste porteur de Scott. Donc j'avais en charge à la fois l'habitat et la planification territoriale en aménagement du territoire. Et dans cette vallée où il y a 400 000 lits touristiques, 22 stations de sport d'hiver, la question de la pression immobilière et comment elle peut affecter
l'accès au logement principal dans les communes support de station, elle est prégnante. Et voilà, je me suis intéressé finalement à comment ce phénomène-là se réagissait sur d'autres types de territoires, si c'était le cas aussi, dans les massifs voisins, mais aussi pas uniquement en France. Donc j'ai souhaité me lancer dans ce projet de recherche que j'ai proposé à différents partenaires et dont le comité de Massif et l'ANCT qui m'ont suivi dans cette aventure. À savoir aussi, effectivement, j'aborde le tourisme sur des territoires où on peut parler d'intensité touristique très forte, puisque une attractivité touristique en tout cas. Voilà, une attractivité très forte. Mes terrains d'études sont vraiment des grandes stations de sport d'hiver attractives et qui aussi amènent pour conséquence cette pression immobilière qui peut affecter l'habitat et créer un marché très concurrentiel, un marché résidentiel très concurrentiel. Alors Sylvie, Marc, vous travaillez pour des structures qui cofinancent ces projets de thèse. Quel est l'intérêt de proposer de financer des projets de thèse? Peut-être si vous pouvez démarrer, quel est l'intérêt pour vous? Qu'est-ce que ça apporte par exemple à l'ANCT de collaborer avec eux? Mais nous, on a tout de suite répondu présent pour le projet de Quentin. Parce que au niveau du commissariat de Massif, on est, on va dire, une petite équipe, mais qui est la cheville ouvrière du comité de Massif des Alpes, qui est une structure très intéressante de gouvernance qui rassemble différents acteurs qui œuvrent sur le massif. Il y a 77 membres qui sont dans des collèges d'élus, régions, départements, collectivités, des associations, des associations de protection de l'environnement, associations qui s'occupent de la vie en montagne, et des sociopros. Et donc ce comité de massif partage des connaissances, des retours d'expérience, et aussi il élabore des orientations partagées, donc concertées entre tous ses membres sur le massif. Et donc ce type de travaux vient vraiment nourrir les réflexions et les orientations du comité de massif. Et aussi, donc, en complément quand même, le comité de massif a aussi une mission régalienne qui donne des avis sur les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et les unités touristiques nouvelles. Et donc on a besoin aussi de se nourrir aussi de tels de travaux comme la thèse de Quentin, pour alimenter ces avis aussi, qu'ils soient pertinents et voilà, le plus juste possible. Et donc l'intérêt du parcours de passage en territoire de Scott de Quentin contribue aussi à l'intérêt croisé du travail de recherche avec le profil opérationnel en complément. J'ai la même question pour vous, Marc. Un peu plus tôt dans une des tables rondes, il y a, je crois, Alexandre Mignot qui rappelait que peut-être on pourrait parfois faire appel à un bureau d'études, on pourrait demander des données, etc. Pourquoi privilégier la recherche universitaire alors qu'il existe d'autres structures auxquelles on pourrait faire appel en fait? Alors, déjà en tant qu'agence de l'eau, on est habitué à travailler avec le monde de la recherche, habituellement plutôt dans le cadre d'accords cadres avec les grands organismes, BRGM, INRAE, IFREMER. De plus en plus, on peut aussi y avoir d'autres modes de collaboration, comme c'est le cas avec le BRGM, par des conventions R&D. Donc ça, c'est pour le côté plutôt recherche. Et puis, effectivement, on peut aussi travailler avec des bureaux d'études. Et là, effectivement, c'est deux modes de... L'idée étant quand même de travailler sur la connaissance. Dans la façon de travailler, en fait, on va très différemment confier plutôt à un bureau d'études le fait d'acquérir de la donnée de manière très bordée, très cadrée, où là, les zones de traitement sont très faibles. Par contre, quand on va s'intéresser plutôt à travailler avec des chercheurs, on cherche un peu l'inverse, c'est-à-dire plutôt le fait d'être vraiment dans une portée exploratoire, où tout n'est pas dit d'emblée, en fait, où il y a des hypothèses qui sont faites. Et à partir de là, ces hypothèses, on confie aux chercheurs le fait de creuser le sujet, d'avoir une réponse scientifique, sachant qu'on revient après à notre rôle, nous, agence de l'eau, on est bien dans une logique avec une entrée très environnement.
on cherche à avoir des arguments qui soient les plus solides possibles dans un jeu qui est très politique autour de l'eau. Et donc, du coup, le but, c'est grâce à ces travaux de recherche, donc ça peut être soit dans le cadre d'une programmation pluriannuelle avec les organismes que j'ai évoqués tout à l'heure, soit ponctuellement par le biais du financement d'une thèse, du cofinancement d'une thèse, on peut être amené donc à apporter justement une pierre à l'édifice et le fait de, pour nous, avoir un retour en termes d'arguments. Alors évidemment, des fois, le travail de recherche peut conduire à des contre-arguments pour nous, mais voilà. C'est toute la difficulté de se jeter un petit peu dans l'inconnu, quoi. Oui. Vous assumez ça dès le départ, ce qui a cette dimension de l'inconnu. Et s'agissant du financement d'une thèse comme celle de Jonathan, en fait, au-delà des grosses programmations que j'évoquais avec les organismes, c'est souvent un sujet qui soit un sujet de niche, soit un sujet qu'il faut un peu explorer. S'agissant par exemple des routes qui sont en montagne, le lieu commun, en fait, l'imagerie collective, c'est que la montagne est un plus gros réservoir. En fait. Et ben, la question qu'on posait finalement à Jonathan, c'était de se dire, dans un contexte multi-acteurs, avec les stations de ski et l'or blanc, en fait, la production de culture, mais confronté à d'autres usages. Qu'en est-il aujourd'hui et puis à l'avenir? Alors on l'entend, hein, c'est très politique, c'est aussi le cas de votre sujet de thèse, Quentin, puisque vous vous intéressez aux politiques publiques qui sont mises en place localement, au niveau local. Mais alors ça m'a amené une question tout de suite, c'est de savoir, est-ce qu'il existe une politique globale, nationale, ou est-ce que pas, ou est-ce que ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas bien et que c'est plus intéressant de venir explorer ce qui se passe au niveau local? Oui, c'est vrai que j'ai dû mettre le terme local, mais bon, ça, au fil de la recherche, ça évolue aussi. Hein. C'est plutôt le terme choisi au démarrage de thèse, mais je m'intéresse aussi au cadre législatif national et même pas que français, puisque donc cette thèse embrasse différents terrains d'études dans l'arc alpin. Donc en France, Italie, Suisse, Autriche et Slovénie. Et donc, c'est aussi l'occasion de profiter de ces différents contextes avec un gradient culturel, institutionnel, législatif, pour s'alimenter pour voir si justement ce même phénomène de pression immobilière, comment il réagit sur différents territoires réceptacles. Et donc, voilà, j'observe à la fois les politiques publiques locales, les actions publiques locales, mais aussi les dispositifs nationaux qui viennent interagir avec ce marché résidentiel très concurrentiel, donc, autant du côté de l'urbanisme, de l'aménagement, que de la politique habitat, que de la fiscalité. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner? Parce que comme c'est un sujet qui est très d'actualité, et notamment autour du bassin grenoblois ou un peu plus loin en Savoie aussi, mais parfois on peine à imaginer ce qui peut être mis en place. Alors, je ne vais pas vous prendre complètement au dépourvu non plus, mais peut-être que vous avez quelques exemples, que ce soit en France ou dans les autres pays de l'arc alpin, de politiques qui localement semblent fonctionner et permettre une vie permanente plutôt que de favoriser les résidences secondaires. Alors là, du coup, ça va renvoyer plutôt à justement des mesures nationales, mais donc en Suisse, il y a la Lex Weber qui a été adoptée, qui a été votée par référendum en 2012 pour limiter en fait le nombre de résidences secondaires à hauteur de 20% du parc de logement communal, de la part commune. Et donc effectivement, il y a au-delà de mes observations, il y a aussi un rapport qui a été produit par le Conseil fédéral qui indique que ça a pu permettre sur les territoires en tension de faire baisser le prix. Pour autant, ça limite pas toutes les nouvelles constructions pour la résidence secondaire. Il y a toujours des logiques de contournement qui existent. Donc tout n'est pas rose, mais ça a donné quand même un petit coup de frein. On va retrouver le même type de limitation au niveau du Tyrol en Autriche à hauteur de 8%. Voilà, parce que chaque langue a sa différente législation. Et puis après, au niveau local, ça va être des stratégies de maîtrise foncière, par exemple, de la commune, d'être vigilant sur à qui céder le terrain, plutôt à des coopératives habitantes ou des foncières qui
qui mêle sociétaires, enfin habitants, mais aussi peut-être entrepreneurs, d'habitants saisonniers, etc., pour s'assurer que dans la destination finale, le terrain cédé reste l'habitat principal à long terme et pas forcément de basculer en résidence secondaire sur une génération suivante de transactions, on va dire, une fois que le terrain n'est plus dans les mains de la collectivité. Alors, vous, Sylvie, qui êtes coordinatrice politique de la montagne, donc peut-être que vous avez aussi cette vision d'ensemble. Je me demandais aussi si il est pérenne de miser sur des politiques locales ou si au contraire, selon votre vision bien sûr, mais il est important d'être dans une dynamique plus globale quand on parle de changer les règles du jeu et changer le tourisme de demain. Moi, je pense que c'est, comme vient de le dire Quentin, c'est complètement, c'est très complémentaire. Il y a le niveau national avec les règles, les lois qui s'appliquent au niveau national, et puis tous les dispositifs qui sont au niveau local. Moi, ce que j'aime vraiment bien dans la thèse de Quentin, tu me diras si je l'ai bien perçu, c'est ce côté, on n'a pas, c'est tout blanc, tout noir. Il y a tout dans toutes les hypothèses, il y a plein de nuances. On n'indique pas, il ne faut plus de résidence secondaire, il y a la résidence secondaire, la résidence principale. On voit toute la nuance et la gradation d'occupation permanente, semi-permanente, temporaire, pour différents types de publics. Et tout ça est déjà très très complexe et nuancé, et en plus sans transition. Donc, et ça, c'est ce que j'aime bien dans ta thèse, et c'est ce que je trouve intéressant. C'est ce qu'on a déjà échangé tout à l'heure sur la peau de la recherche aussi. Qui nous aide à être nuancé et pas à dire voilà, c'est notre vision et on bouge plus. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Surtout sur ces sujets qui sont assez très politiques et qui touchent à la propriété privée, donc très sensibles. Et c'est intéressant pour parler de nuances, à l'inverse, dans votre intitulé de thèse, Jonathan, moi j'ai aussi apprécié le côté frontal de la question qui est posée. Le tourisme hivernal peut-il survivre quelque part? Alors, dans un contexte, vous l'avez rapidement évoqué, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait l'actualité sur la question de l'eau, que ce soit la retenue collinaire de la Clusa, que ce soit plus largement le sujet des mégabassines dans toute la France. Bien sûr, les études qui paraissent régulièrement sur l'état de nos glaciers, ça vient vraiment à la croisée de tout ça. Et j'ai eu un petit peu l'impression qu'en posant cette question de l'avenir du tourisme hivernal, vous posez un petit peu la question très frontalement, qu'on se pose tous, mais tout bas. Puis vous y allez franco. Et j'avais envie de vous demander, selon vous, comment ça se fait que cette question n'est jamais posée aussi clairement? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire un petit peu des détours pour pas ça qu'il est fondé? Alors, je vais répondre, mais juste avant, je voudrais juste dire que du coup, dans ma thèse, il n'y a pas juste de savoir si on aura toujours de l'eau pour produire de la neige, quoi. Ouais. Mais aussi de qu'est-ce qui se passe quand on produit de la neige, qu'est-ce que ça fait sur les autres usagers, et les usagers qui ne sont pas que humains, qui sont aussi des écosystèmes. C'est même plutôt ça que j'étudie finalement. Et si la question n'a jamais été aussi clairement posée, je pense que déjà c'est un débat de passionnés, je pense, la question de la production de neige dans les stations, quoi. En fait, c'est un débat qui est très polarisé, et avec les retenues qui vont avec aussi, c'est très intense, et je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a très peu de données qui sont accessibles, il y a un gros manque de transparence aussi des usages de l'eau, et en particulier de la production de neige, qui aide aussi qui empêche d'avoir un débat qui soit construit. Et souvent, c'est les stations, en tout cas dans les réunions auxquelles j'ai assisté à la commission locale de l'eau, d'usage raccordant, je pense. C'est finalement les éléments des stations qui figurent dans ces réunions-là. Donc mon thèse, elle vise vraiment à mieux renseigner ces aspects. J'ai l'impression que vous étiez pas d'accord aussi. Allez-y, peut-être. Si je peux juste bien sûr. Rebondir. En fait, là où c'est courageux, effectivement, parce que vous soulignez le caractère courageux du titre, Oui, tout à fait. c'est justement le carrefour du monde économique et des préoccupations environnementales. Et du coup, je reprenais le positionnement d'une agence de l'eau, c'est très priorité environnementale. Au cas où on se pose la question de la soutenabilité d'un point de vue économique, parce qu'on n'est pas hors sol en termes de faisant de la politique. Et inversement, une région va être très développement touristique, développement économique, et se préoccupe quand même de ses impacts environnementaux. Voilà. Donc là, sa thèse, elle est quelque part au carrefour entre les deux. Et
c'est là que c'est quand même, je trouve assez courageux, y compris d'aller creuser des sujets qui sont sensibles. Et qui demandent de la nuance, ça on est d'accord pour le dire. Ça m'a évoqué aussi les travaux d'Emmanuel Salim, justement sur la façon de parler du changement climatique et de parler du tourisme, puisque donc, lui étudie ce qu'il appelle le tourisme de la dernière chance, et que selon la manière dont on parle en fait de ces sujets, il peut y avoir un effet rebond, et qu'il faut donc toujours mesurer son propos, bien choisir ses mots. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous avez réfléchi, peut-être pas, et c'est pas du tout un problème, hein, mais dans ce travail de thèse, de savoir comment aborder cette thématique du changement climatique, est-ce qu'on y va frontalement ou non, le choix de la nuance, est-ce que ça a été un choix volontaire, ou c'est plutôt apparu comme ça? C'est peut-être ma perception. Non, sur la nuance, donc effectivement l'angle d'attaque est la résidence secondaire et on voit que dans les récits, on va dire, politiques ou médiatiques, il y a un lien très fort qui est fait récemment, peut-être un peu un raccourci entre, voilà, c'est les résidences secondaires qui sont émissaires de l'inaccessibilité au logement principal, mais en fait assez vite, donc déjà d'abord j'ai pu voir qu'il n'y avait pas forcément une corrélation systématique, statistique entre des communes qui perdent en habitants et qui augmentent en résidence secondaire. Et d'ailleurs il suffit juste de regarder l'historique du développement des stations pour voir qu'il y a même eu des gains de population au moment où les taux de résidence secondaire ont augmenté, liés à d'autres facteurs. Et donc très vite, la nuance, elle s'impose et elle devient intéressante de voir qu'il y a en fait toute une série de facteurs composants de territoire, mais aussi facteurs conjoncturels et sociétaux, qui font que c'est beaucoup plus complexe que ça et que ce problème, et d'ailleurs même la problématique de mon sujet de thèse, c'est peut-être un symptôme finalement de problèmes de fond sur la manière dont a été structuré, pensé l'intensité touristique, voilà, avec aussi ces effets d'activité saisonnière, en fait, des effets de rupture. Donc très vite j'ai intégré d'autres dimensions finalement que l'habitat dans mes pistes de recherche, mais également la dimension économique, diversification économique, justement par rapport à ce que je disais sur l'effet de la saisonnalité. S'il n'y a pas une part d'emploi en fait, saisonnier qui prédomine, forcément c'est difficile de maintenir une population sur place. Enfin, voilà, il faut accès aux services également en ligne de compte. Et puis prendre du recul aussi sur les résidences secondaires eux-mêmes, essayer d'objectiver au travers de l'enquête si parmi eux il n'y a pas des habitants intermittents et dans quelle proportion. Et la démarche, ce que je voulais dire aussi, c'est que la démarche de thèse permet de prendre aussi un peu de distance avec des indicateurs conventionnels qu'on a l'habitude d'utiliser, notamment données INSEE, recensement démographique. Et en allant dans de l'approche sensible, on s'aperçoit que sur ce type de territoire, ça peut être plus ambigu finalement de savoir qui est un habitant et présent sur place à l'année, qui est un saisonnier, qui est un résident secondaire. Le modèle fait que ça fonctionne avec ces catégories-là, mais en fait, en allant à la rencontre via des approches sensibles d'entretien, on peut voir qu'il y a des statuts plus flous et donc ça mérite de développer des outils peut-être un peu innovants pour aller capter et décrypter ces profils qui passent à la trappe dans les indicateurs, on va dire, plus conventionnels qu'on a sur des fournisseurs de statistiques officiels. Est-ce que pour vous deux, le fait de vous lancer dans un travail de thèse, c'était une évidence? Est-ce que vous avez envisagé d'autres façons de creuser ces sujets-là? Est-ce que seule la thèse permettait comme ça d'aller tirer autant de fils comme vous l'expliquiez à l'instant? Moi, j'étais ingénieur d'études avant la thèse. Du coup, je faisais déjà de la recherche, mais de manière différente, quoi. Après, c'est que, du coup, j'ai monté ce projet de thèse pour répondre à la question sur laquelle je travaillais déjà, mais je trouvais
terme de la question n'était pas très bien posé. Au final, D'où la question sans prétention. est très claire. Sans prétention, mais si je me disais, mais en fait, il faut reposer la question différemment. En fait, j'avais besoin d'un peu d'autonomie aussi. Enfin, c'est à travers la thèse que du coup, je l'ai eu. Et pour vous, Quentin? Oui, je pense que l'angle d'attaque est vraiment différent. Enfin, quand on travaille pour un organisme public ou projet par une institution, on peut lancer des études qui peuvent se rapprocher du sujet, mais on va respecter un cahier des charges, on va peut-être avoir des méthodes un peu plus conventionnelles que la thèse et puis il y a une temporalité aussi qui est différente. En général, il y a des échéances pour certaines études, etc. Sur une thèse, on a minimum 3 ans, ça peut déborder. Mais en tout cas, ça permet d'aller en profondeur sur les sujets, donc peut-être de toucher du doigt vraiment des choses qu'on ne verrait pas sinon écrites dans le quotidien, de tous les impératifs qu'on peut avoir en tant que professionnel dans la sphère publique ou privée. Je parlais tout à l'heure de l'importance de la communication autour de ces sujets. Est-ce que pour vous, qui êtes plutôt dans des structures où vous allez pouvoir utiliser ces travaux de recherche, est-ce que c'est important de pouvoir s'appuyer sur des données solides, précises, documentées, pour en fait ne pas pouvoir être attaqué? Est-ce que c'est aussi ce qui fait que vous êtes attiré vers ce travail de recherche universitaire et du coup vous le financez? Oui, nous, il n'y a pas cette notion d'être attaqué. Au niveau du comité de massif, on est déjà tellement multipartenarial qu'il n'y a pas cette notion-là. Nous, c'est plus pour objectiver les choses. Et puis aider à la décision aussi, et aider à l'échange et au choix d'orientation. Et sur la communication, moi, ce que j'ai bien apprécié pour l'instant avec Quentin, c'est qu'il est intervenu plusieurs fois au comité de massif, donc en plénière ou dans les instances plus liées à l'urbanisme, pour faire part des avancées. Et donc ça donne aux acteurs qui sont présents les premières avancées qui vont encore évoluer. Et donc ça donne la matière pour avancer aussi. Et puis on parlait à la pause d'opposition frontale qui parfois sont difficiles sur certains territoires. Et je trouve que des données comme ça aide à l'échange, ça aide à, plutôt que d'aller en frontal, d'essayer de converger ou d'essayer de s'écouter. Je trouve que ça aide à ce... Le travail des chercheurs en général, j'ai l'impression, aide à favorise le dialogue. Favorise ce dialogue aussi et favorise le choix des termes pour éviter d'être dans des oppositions trop frontales. Et du côté de l'agence de l'eau, la question de départ, c'était est-ce qu'il est important pour vous d'avoir juste des données très fouillées, très précises, incontestables, quoi, quelque part? Si vous disiez non. Ah non, Pour illustrer le fait qu'on se trouve justement à des choses qui doivent être très très solides, on a dans le comité de bassin, il y a un conseil scientifique, et on s'en remet à ce conseil scientifique justement sur des questions qui peuvent rapidement être, dont les acteurs peuvent s'emparer dans le jeu de posture en fait, politique. Et donc pour vraiment avoir cet avis qui est impartial et qui est scientifique. Donc la réponse, c'est qu'effectivement, on veut avoir des éléments. Alors, quand j'évoquais qu'on on fait des hypothèses, dans certains cas, les travaux peuvent conduire à nous donner des arguments. Dans notre cas, non. Voilà, il faut accepter le jeu. Voilà. J'ai entendu dans l'Assemblée qu'effectivement, de toute façon, c'est toujours contestable. Peu importe que ce soit un travail de thèse, il faut aussi le rappeler. Ce n'est pas parce que c'est un travail solide, long et très documenté qu'il n'est jamais contestable, soit tout de suite, soit plus tard. Je pense. On arrive déjà un petit peu au bout de ce temps d'échange, mais peut-être qu'il y a des réactions, des questions. N'hésitez pas, que ce soit sur vos travaux de thèse précisément ou d'autres sujets qu'on aurait rapidement abordés. C'est juste parce que vous ne faisiez pas. En fait, j'avais une question sur les stations. Déjà, merci pour vos interventions. Sur les stations, en fait, pas forcément sur le parc existant, mais sur l'habitat du futur, en fait.
maintenant qu'on a des exigences au niveau environnemental, on sait que le parc immobilier existant de manière générale est assez vieillissant et ne répond pas du tout à ces exigences environnementales. Et du coup, la question c'était comment en fait les acteurs locaux, enfin dans les élus locaux, accompagnés des aménageurs, enfin, voilà, se projettent dans ce que seraient en fait des stations dans le futur, et comment l'État se positionne dans ces projets-là. Je pense par exemple à la controverse autour du 3e tronçon du téléphérique à la Grave, où, pour mettre un peu de controverse dans le débat, et du coup, parallèlement à ce projet de 3e controverse, il y avait aussi cette idée de nouveaux projets immobiliers de luxe. Et donc la question c'est de savoir, pas par rapport à ce qui existe déjà, mais par rapport à ce qu'on pourrait construire, et peut-être qu'on pourrait le construire différemment et mieux que ce qui existe. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la France, peut-être comparé avec des autres pays que tu as étudiés, sur cette manière de voir le futur dans les stations, et comment l'État en fait participe ou pas, donne son avis ou pas, sur les projets actuels qui nous parlent du futur. La question c'est de savoir est-ce que Quentin dans son travail a pu observer des choses sur l'habitat du futur dans tous les territoires de Comment on se projette dans le futur, au-delà du parc existant. Ouais. Bon, j'ai dû faire des choix de cas d'études, hein, parce que je garde une veille globale sur la CALPA, mais voilà, je n'ai pas forcément fait de toutes les meilleures pratiques qui peuvent se passer. J'ai le sentiment quand même qu'il y a un point commun. Alors, comme je disais tout à l'heure, selon les dispositifs ou cas législatifs qui existent, l'État est peut-être plus directif, restrictif sur certains endroits, mais il est aussi dans l'accompagnement pour amorcer des transitions. Mais disons qu'après, mon point d'entrée, c'est comment on maintient la vie à l'année dans des bassins de vie support de stations. Et sans aller jusqu'à la morphologie de l'habitat, déjà, c'est de voir comment une collectivité, qu'est-ce qui explique sur un espace donné, comment, avec autant d'intensité touristique, on arrive à maintenir une population. Mais peut-être que ce serait un autre sujet à développer sur la typologie de l'habitat, la morphologie de la station en tant que telle, quelle forme, voilà. Mais dans les facteurs pré-identifiés, parce que c'est encore des travaux en cours, il y a aussi cette question effectivement d'équilibre poursuivre un développement de vie touristique, et c'est nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une diversification économique à développer pour justement réduire, diminuer cet effet de la saisonnalité. Voilà ce que je peux en dire. C'est vrai que c'est assez vaste comme sujet. Merci pour la question. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, moi j'aurais aimé savoir éventuellement votre avis sur le fait que du coup, c'est des recherches scientifiques en lien avec des politiques sur les territoires. Et donc qui sont financés par des organismes liés à l'État. Et est-ce que en fait, le fait de financer ça en tant qu'organisme, ça veut dire qu'on a un peu un devoir de tenir compte des résultats qu'il peut y avoir, des éventuelles recommandations qu'il peut y avoir. Après, c'est peut-être pas l'objet sur DFES, mais voilà, si on élargit un peu. Sachant que, notamment sur des sujets en lien avec le réchauffement climatique, on peut quand même constater que les scientifiques sont rarement beaucoup entendus sur leurs recommandations. Et l'autre question, peut-être pour les scientifiques, c'est est-ce que le fait de faire ce travail-là, ils attendent justement à ce que la puissance publique ou les territoires utilisent correctement leurs résultats ou des éventuelles recommandations. Voilà. Je
peut-être je peux répondre pour la partie financeur, on va dire. Nous, alors c'est peut-être différent avec l'agence de l'eau, mais nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on intervient, notre outil financier, c'est un contrat de plan État-région donc, qui associe l'État et les deux régions. Et dans notre comité de massif, et donc le dispositif financier, il vient accompagner les orientations du comité de massif, qui lui-même est très pluriel. Dans le comité de massif, on a monté Wilderness, France Nature Environnement, Domaine skiable de France, Chambre de commerce, Chambre d'agriculture, on a les régions, les départements, enfin, c'est très très large. Donc, et donc, on n'est pas. Donc, nous, on va prendre les résultats de cette recherche, en tenir compte, et puis après, chacun, on est déjà en interne très divers. Donc, on n'a pas d'obligation de se dire on va appliquer ce résultat. Par contre, on va forcément en tenir compte dans nos échanges. C'est pas comme si on était un organisme avec une politique. Enfin, on est déjà sur l'équilibre entre tous les sujets de montagne. D'autres questions peut-être? Benoît. Oui, je voudrais commencer en disant que je trouve ces travaux très intéressants et je pense qu'ils peuvent être très utiles. La suite, c'est que on a parlé de nuances. Alors, moi, je suis très nuancé sur la nuance. Parce que, en fait, quelquefois, j'ai l'impression qu'on confond la nuance sur l'utilisation des constats qu'on va faire par rapport aux pistes de solutions qui, dans l'environnement actuel, sont de toute façon très complexes. Et là, la nuance est évidemment absolument nécessaire. Néanmoins, sur les constats, je pense qu'aujourd'hui, la nuance n'est plus de mise. La question des résidences secondaires, de la part de l'immobilier sur le modèle du ski, etc., c'est quelque chose d'établi depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer les travaux pour avoir une vision encore plus précise sur l'état des lieux, parce qu'on se rend compte qu'on manque encore beaucoup de chiffres malgré ce constat, et ceci explique peut-être cela d'ailleurs. Même chose pour l'eau, hein, dans le cas de l'enneigement artificiel. Aujourd'hui, de neige de culture, si vous voulez, on n'a aucune transparence, et l'État d'ailleurs, aujourd'hui, malgré le fait qu'il soit sollicité, ne fait pas beaucoup d'efforts pour apporter cette transparence. Il y a de nombreux exemples. Alors, ma question, au-delà de cette réaction, c'est est-ce que finalement, par rapport à tout votre travail, qui encore une fois est vraiment à saluer, est-ce qu'au final, vous n'avez pas l'impression qu'en apportant ces nuances, finalement, vous contribuez plus à maintenir un certain statu quo, dans la mesure où les positions dominantes, finalement, sont les plus à même de tirer profit de ce constat nuancé? Vous avez 2 minutes pour répondre. C'est facile. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu. Moi, le but dans mon travail, c'est d'amener des éléments. Tu as parlé qu'il n'y a aucune transparence sur l'eau. Bah, pour moi, c'est rendre l'eau un peu plus transparente. Un autre jeu de mots. D'apporter de l'eau au départ. Mais en fait, bien sûr que c'est complexe. En fait, la question des stations, c'est pas moi qui vais la résoudre, en fait. Et c'est pas à travers l'eau non plus qu'on va la résoudre. Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est si on continue à produire de la neige, ce qui est en train de se passer, d'intensifier, qu'est-ce que ça produit sur les autres usagers humains et sur les écosystèmes, quoi. Est-ce qu'on arrive à quelque chose de soutenable ou pas, quoi. Si on n'arrive pas à quelque chose de soutenable, bah, ça peut être un argument pour l'arrêter. Et si ça ne l'arrête pas, bah, il y a d'autres angles d'actes aussi, quoi. Après, j'ai 2 papiers là, qui vont sortir, qui ne sont pas super nuancés non plus. Ouais, je les ai envoyés aussi, si tu veux, mais c'est pas... Juste si je peux rebondir, c'est est-ce que, parce que des choses qui ne sont pas soutenables et qui malgré tout se font et finalement interrogent assez peu de personnes globalement, il y en a plein. On a cité par exemple le 3e tronçon.
à la grave. On voit aujourd'hui que le fait de remplacer un vieux téléski qui fonctionne au fioul par un téléphérique qui fonctionne sur le mix énergétique électrique français, c'est vanté comme quelque chose de super écolo, alors que en fait, le simple bilan carbone de la construction de ce troisième tronçon, c'est l'équivalent de 12 années d'exploitation du téléski. Et la question, c'est bien ce qu'on fait en fait des travaux de recherche, par qui ils sont récupérés, comment. Donc c'est peut-être pas tellement les chercheurs eux-mêmes qui sont mis en cause, c'est plutôt la façon dont on va se servir de leurs conclusions, j'ai l'impression. Alors en fait, c'était ma question derrière, mais c'est un débat qu'on pourra poursuivre ce soir. C'est que finalement, cette façon de... Ça sera toujours le cas. De toute façon, une donnée, elle est vue avec des biais, etc. Mais ma question, c'était vraiment sur la finalité du travail, en connaissance de cause. C'était vraiment une question assez personnelle finalement, c'est de se dire, mais je pense qu'on peut tous se la poser par rapport à nos actions diverses et variées. C'est au final, est-ce qu'on fait plus de bien, entre guillemets, ou pas? Mais du coup, j'ai presque envie de te retourner la question. Et de dire, s'il y a une possibilité pour que ce soit rejeté chez bien nos patients, est-ce que ça doit t'empêcher de faire ça? Non. Non, mais s'il y a une possibilité pour que le fruit de ton travail soit utilisé à mauvais escient, on peut encore définir ce qui est mauvais escient. Et bah, est-ce que ça fait que tu dois te freiner dans ta recherche? Ça te fait arrêter. Alors, on va vraiment devoir conclure, mais je crois que Marc voulait réagir, et j'ai vu qu'il y avait peut-être une dernière réaction au fond, et ce sera la dernière malheureusement. Donc on continuera d'en discuter, en débattre ce soir. Marc, d'abord peut-être. Par rapport à la question, en fait, l'idée d'apporter des éléments de connaissances qui soient un peu déportés par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, de voir, ça me paraît quand même intéressant. Alors, nous, à l'endroit, on est intéressé de toute façon pour derrière le valoriser et être sûr de ne pas trahir les messages qui ont été portés par les chercheurs. C'est la préoccupation qu'on va avoir. Il y a des journées, par exemple, qu'on appelle Eau et Connaissance, où les chercheurs viennent présenter leurs travaux. Ce sont des tribunes qui permettent de mettre en avant justement les différents sujets sur les différentes problématiques environnementales, de pollution, de gestion quantitative de la ressource. Et c'est bien une tribune, quelque part, qui permet de mettre en avant, parmi les chercheurs eux-mêmes, en fait, les travaux, pour un public large, pas que des pairs. Donc ça, c'est un des moyens. Et puis, moi, je pense que ça vaut quand même le coup, justement, comme nous, on le finance, on contribue, derrière, c'est qu'on doit en faire quelque chose. Ça reste dans la bibliographie à laquelle on peut faire appel régulièrement, mais bien que les messages puissent être vivants. Dernière remarque en vraiment 10 secondes. 10 secondes, ça va être compliqué, mais c'était un témoignage que je voulais faire. Donc, je suis chargé de projet à Pierre-Montagne, au massif des Vosges. Et c'était pour dire que moi, du coup, je m'appuie sur des études scientifiques pour pouvoir aussi appuyer mes visions, des prétentions sur le territoire. Et qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter à céder des gens du territoire qui travaillent autour de ça pour avancer. Par exemple, durant l'année, on a fait une rencontre avec des chercheurs qui ont mobilisé sur le ski de rando, les possibilités d'utiliser le ski de rando sur les stations. Et en fait, les chercheurs se sont mobilisés, il y avait du PESA, il y avait du Grenier, etc. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment des liens importants à faire et comment dire, nous c'est utile en tant que projet, et pourtant je ne suis pas dans le monde de la recherche, donc on témoigne ça que c'est utile pour nous. Et qu'en fait, voilà, même si vous avez du mal à pouvoir rendre visible vos données, bah, nous on peut aussi le faire et je pense qu'il y a des liens importants à pouvoir réaliser de ce côté-là. C'était une excellente conclusion.